Émilie a ricané quand j'ai annoncé ma démission, mais je me suis contenté de la fixer en silence, sans mot dire. Notre conversation avait tourné autour de la décision de l'entreprise de réduire la masse salariale, avec un mépris particulier pour ceux censés abuser des heures supplémentaires. Tom, lui aussi, semblait se délecter de l'idée de réduire les dépenses. Une semaine plus tard, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. C'était l'entreprise. Lorsque j'ai décroché, le président a demandé sèchement « Qui êtes-vous, au juste ?» Je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir un rire moqueur. En réponse, je me suis présenté, Lily Johnson, 59 ans, employée depuis 37 ans, juste après l'université. J'ai expliqué que notre entreprise fournissait des services administratifs, notamment pour les présidents de sociétés très occupés qui devaient gérer des tâches de secrétariat. Spécialisé dans les questions fiscales, je gérais fièrement 45 clients, une responsabilité devenue écrasante, même avec l'aide d'une employée à temps partiel. Malgré les difficultés, je ne pouvais montrer aucun signe de faiblesse. Nos clients étaient des relations de longue date, et leurs propres difficultés alimentaient ma détermination. Aujourd'hui, assise devant mon ordinateur, le harcèlement incessant de Tom et Émilie pesait lourdement sur mon esprit. Tom, de 7 ans mon cadet et désormais chef du service fiscal, avait radicalement changé de comportement 3 mois auparavant, lors de sa promotion. Son ton, autrefois poli, avait été remplacé par de la condescendance et des reproches, faisant de chaque interaction un combat. Même lorsque je répliquais, il restait imperturbable, me disant de consulter le manuel et m'avertissant de ne pas prendre d'initiatives inutiles. Émilie, l'assistante de Tom, s'était jointe au harcèlement, critiquant mon efficacité et se moquant de mon statut de simple employé. J'avais pourtant été la première à refuser une promotion au poste de chef de service, un fait que Tom et Émilie ignoraient. Je m'étais engagé à accomplir mes tâches habituelles. Le harcèlement persistait. Tom m'accusait d'augmenter les heures supplémentaires, les qualifiant de gaspillage. Émilie faisait écho à ses sentiments, soupirant en prétendant que mes heures supplémentaires constantes plombaient les performances de tout le service fiscal. La cause récente de mes heures supplémentaires était que Tom avait subitement laissé, après les heures de travail, une pile de dossiers clients correspondant à un mois de travail sur mon bureau, à classer avant la fin du mois. Mon visage est devenu blême en jetant un œil au dossier. « Attendez, ils ont tous des échéances ce mois-ci, n'est-ce pas ?» ai-je balbutié, confuse. Cependant, avant que je ne puisse saisir la gravité de la situation, Tom était déjà en train de ranger son bureau, totalement indifférent à mes préoccupations. « Je m'en vais. »« Bon courage avec ça », m'a-t-il lancé nonchalamment en quittant rapidement le bureau, me laissant avec une montagne de tâches urgentes. Émilie a suivi, ajoutant pour couronner le tout un rire moqueur. L'absurdité de la situation m'accablait. J'ai soupiré lourdement en ouvrant les dossiers éparpillés sur mon bureau. À ma grande consternation, certains de ces dossiers étaient à l'origine sous la responsabilité d'Émilie. Mon soupir s'est intensifié. J'ai compris pourquoi Tom me soumettait à ce harcèlement. Il voulait que je parte rapidement à la retraite. Ma longue expérience et mes connaissances approfondies en fiscalité faisaient de moi une ressource privilégiée, préférée à Tom par les autres membres du service. Le tempérament inaccessible de Tom et son apparence peu engageante faisaient que tout le monde, sauf Émilie, l'évitait. La proximité d'Émilie avec lui semblait stratégique, motivée par la préférence de Tom pour les jeunes employés. La superficialité de leur raisonnement m'a donné froid dans le dos. Le harcèlement d'Émilie n'était pas seulement une vendetta personnelle. Elle cherchait à s'attirer les faveurs de Tom, celui qui évaluait les performances du service. Malgré ces défis, je devais gérer les déclarations. En plus de préparer les déclarations fiscales de mes propres entreprises, il semblait que la journée de travail était loin d'être terminée. Cependant, déclarer des heures supplémentaires n'aurait fait qu'attirer les foudres de Tom et Émilie, me laissant résigné à la perspective d'heures non payées. Puis, de manière inattendue, j'ai été convoqué dans le bureau du président. L'entreprise avait récemment changé de direction en raison de la maladie soudaine de l'ancien président. Le nouveau, son fils, ne connaissait pas encore très bien la société. En entrant dans le bureau, j'ai remarqué Tom et Émilie, un sourire narquois sur leur visage. Dans une atmosphère tendue, le président a lâché une bombe. « Lily, nous allons vous demander de démissionner d'ici la fin du mois. » Mon esprit s'est brouillé et j'ai demandé des éclaircissements. Tom et Émilie m'avaient apparemment accusé de facturation excessive d'heures supplémentaires, prétextant que, tandis que les autres en avaient environ 15, j'avais dépassé les 80 heures. Le président,
ignorant les véritables circonstances, semblait impressionné par le fait que Tom et Emily n'avaient aucune heure supplémentaire. La réalité de la situation m'a frappé. Ces heures supplémentaires gonflées étaient le résultat du travail que je faisais à leur place. Cependant, révéler les instructions de Tom risquait de me faire passer pour incapable de gérer mon temps efficacement. J'ai présenté les faits, affirmant que je n'avais pas surfacturé, mais que je luttais pour terminer ma charge de travail pendant les heures normales. Le président a soupiré profondément, exprimant ses doutes mais reconnaissant le manque de preuves pour poursuivre l'affaire. Néanmoins, il a insisté sur le fait qu'il ne pouvait pas garder quelqu'un travaillant à un rythme aussi lent. Résigné, le président a suggéré ma démission, et sa décision semblait prise. On me demandait de quitter l'entreprise à laquelle j'avais consacré 37 ans. Une profonde lassitude s'est installée en moi. Malgré mon dévouement, la charge de travail supplémentaire imposée par Tom et Emily n'était pas reconnue. J'ai accepté de démissionner à la fin du mois, confirmant que j'avais déjà communiqué ma décision au président. En jetant un regard à Tom et Emily, leur sourire vulgaire trahissait leur satisfaction. En quittant le bureau du président, Emily m'a raillé d'un « merci de démissionner » sarcastique, son ricanement était cinglant. J'ai répondu par un regard silencieux, faisant face au même dédain de la part de Tom, qui approuvait la réduction des coûts de main-d'œuvre et me qualifiait d'exploiteuse d'heures supplémentaires. En observant leur conversation joyeuse, j'ai réfléchi au processus de passation. J'ai créé des documents pour tous mes clients, m'assurant de faire des adieux convenables et de prendre rendez-vous avec ceux que je pouvais rencontrer personnellement. Incapable d'obtenir un rendez-vous avec le président, j'ai eu recours à des lettres pour les informer de mon successeur. Une semaine après ma démission, alors que je profitais d'un moment de détente chez moi, mon téléphone portable a sonné. En voyant le numéro de l'entreprise, j'ai hésité, ayant déjà terminé les démarches administratives. Cependant, les appels persistants de l'entreprise et des portables personnels de Tom et Emily m'ont conduite à répondre à contre-cœur. Alors que je décrochais, le président a parlé d'une voix pressante, « Qui êtes-vous, au juste ?» Je n'ai pas pu m'empêcher de répondre avec ironie, « Juste une chômeuse qui a démissionné de l'entreprise, rien de plus. » En réponse, le président m'a expliqué d'urgence le chaos qui régnait depuis mon départ. 49 appels pour mettre fin à leur collaboration avec l'entreprise. Il m'a supplié de revenir immédiatement, sa voix trahissant un début de panique. À contre-cœur, je me suis levé et j'ai repris le chemin de l'entreprise. À mon arrivée, j'ai trouvé Tom et Emily qui m'attendaient, le visage particulièrement blême et des cernes marquant leurs yeux fatigués. Surprise par leur changement d'apparence radicale, j'ai demandé ce qui se passait. Tom m'a fusillé du regard et a révélé, « Depuis que vous êtes parti, nous sommes bombardés d'appels pour arrêter les transactions, non seulement de vos clients, mais aussi d'entreprises prospectives qu'on allait nous présenter. Qu'avez-vous fait ?» Emily a repris le soupçon, exprimant sa désillusion à l'idée que j'ai pu recourir à des tactiques sournoises. Leur apparence épuisée suggérait le fardeau de la gestion des annulations. Bien que je n'ai pas manipulé les clients, j'avais une petite idée de la raison de ces arrêts. Considérant l'inévitabilité des annulations, j'ai murmuré mes pensées à voix haute. Tom, cependant, m'a accusé ouvertement, insistant sur le fait que j'avais manigancé quelque chose. Il m'a ordonné de me rendre immédiatement au bureau du président, en m'y escortant presque de force. En entrant dans le bureau du président avec Tom et Emily, celui-ci m'a accueilli d'un regard direct. Tom a déclaré, « Président, je l'ai amené », avec un air autoritaire, tandis qu'Emily s'empressait de le suivre. Ignorant leur ton accusateur, le président m'a interrogé sur l'arrêt brutal des transactions après mon départ. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai expliqué, « Nos clients n'ont pas besoin de nous pour gérer leurs impôts. Il y a des cabinets d'expertise comptable qui offrent des services moins chers. S'ils restent avec nous, c'est grâce à moi. » Tom a répliqué sèchement, remettant en question ma valeur, et Emily m'a nargué, toutes deux contestant mon importance pour l'entreprise. Imperturbable, j'ai développé mon approche unique, offrant des stratégies d'optimisation fiscale sur mesure qui trouvaient un écho auprès de nos clients. Tom a rejeté cela, jugeant la méthode inefficace, arguant que leurs opérations basées sur le manuel étaient plus pratiques. Le président a soupiré profondément, reconnaissant la différence fondamentale dans nos approches. D'un ton sérieux, il a dit, « En fait. J'ai reçu un appel surprenant de mon père, l'ancien président. Il s'avère que certains clients, qui avaient arrêté les transactions, sont allés directement voir papa pour négocier en ma faveur. Je n'avais pas prévu que les clients iraient aussi loin pour moi. Papa a souligné que le service fiscal prospérait grâce à mes contributions.
Non seulement je gérais mes clients efficacement, mais je soutenais aussi les clients de mes collègues, possédant des connaissances que même Tom ne pouvait égaler. Papa a révélé que si je n'avais pas refusé la promotion, j'occuperais aujourd'hui un poste plus élevé que celui de chef de service. Le président actuel a exprimé ses regrets avec une expression peinée. Émilie semblait sous le choc, probablement en train d'intégrer l'idée que j'aurais pu être sa supérieure. Le président s'est excusé de m'avoir fait démissionner et m'a demandé si j'envisagerais d'annuler ma démission. Selon papa, j'étais indispensable à l'entreprise. Bien que j'apprécie le changement de perspective du président, j'ai hésité à accepter. Tom a interrompu notre conversation, visiblement contrarié, et a protesté contre la décision du président, demandant pourquoi j'étais choisi plutôt que lui. Émilie a fait écho à ses sentiments, louant le leadership de Tom et exprimant son incrédulité face à la préférence pour moi. Le président s'est alors adressé à eux avec fermeté, révélant que depuis ma démission, de nombreuses plaintes avaient été reçues du service fiscal, suggérant qu'ils reportaient leur charge de travail sur les autres. Le visage de Tom a pâli lorsque le président a exposé le fait qu'il refilait la préparation des formulaires de déclaration des clients à ses subordonnés, y compris le travail d'Émilie pour plusieurs clients. Le président a souligné l'ironie, considérant que Tom m'avait accusé d'être une voleuse de salaire. Observant les expressions blafardes de Tom et Émilie, le président a continué en révélant une prétendue fuite concernant leur liaison amoureuse. Tom a eu du mal à se défendre, affirmant qu'il se contentait d'encadrer Émilie en tant que supérieure. Cependant, le président a produit des notes de frais du service comptable, indiquant des dépenses de restaurant importantes déposées par Tom. Confronté aux preuves, Tom, transpirant abondamment, a été incapable de fournir une explication convaincante. Émilie, elle aussi, est devenue blême comme un linge lorsque le président les a accusés de négliger leurs devoirs, de gonfler les notes de frais et de violer la politique de l'entreprise en ayant une liaison au bureau tout en étant mariés. D'une manière calme et directe, le président a annoncé la fin de leur contrat, avec effet immédiat. Tom et Émilie ont tenté de résister, promettant de retirer les notes de frais et suppliant pour garder leur emploi. J'ai une famille, a plaidé Tom désespérément. Émilie a renchéri, exprimant en larmes sa peur d'être licenciée. Elle a promis de s'excuser auprès de moi et des autres pour leur avoir imposé du travail, réalisant la gravité de la situation. Sentant leur désespoir, j'ai offert un conseil. Pourquoi n'arrêtez-vous pas de résister? C'est indigne, ai-je suggéré. Tom m'a foudroyé du regard, rétorquant, taisez-vous. Qu'est-ce qu'une célibataire comme vous peut comprendre? J'ai soupiré, lui rappelant, Tom, c'est vous qui m'avez fait renvoyer. C'est juste le karma. On récolte ce que l'on sème. Pourquoi ne prenez-vous pas vos responsabilités et ne réfléchissez-vous pas un peu? Frustré, Tom a détourné le regard, tandis qu'Émilie se mordait la lèvre de détresse. Consciente d'autres détails sur leur inconduite, je me suis tourné vers le président, demandant avec un sourire si je devais les partager. Tom et Émilie ont frénétiquement essayé de m'arrêter, craignant d'être davantage exposés. Je leur ai lancé un ultimatum, les avertissant que les méfaits finissent toujours par être révélés, les exhortant à faire face à la réalité avant que cela n'empire. À mes mots, Tom et Émilie se sont effondrés à genoux, et le président a décidé de les licencier sur le champ. Plus tard, j'ai révélé davantage sur leurs agissements, y compris le fait que Tom simulait des voyages d'affaires pour passer des jours avec Émilie et leurs tactiques insidieuses pour pousser les employés qu'il n'aimait pas à la démission par le harcèlement. Malgré mes tentatives pour aider ces employés, les stratégies de Tom et Émilie étaient implacables. Il les réprimandait et leur mettait la pression hors de ma vue, leur confiant souvent des tâches soudaines avec des délais serrés. Les employés démissionnaires m'avaient initialement demandé de garder le silence, mais comme ils travaillaient désormais heureux ailleurs, j'ai décidé qu'il était temps de parler. Le président, furieux de mes révélations, a exprimé sa colère et a parlé de réduire leur solde de tout compte. Il prévoyait d'enquêter de manière approfondie sur les notes de frais gonflées du passé. Tom, les larmes aux yeux, a supplié le président de ne pas réduire son salaire, craignant l'impact sur sa famille. Alors que la vérité éclatait, la liaison de Tom avec Émilie a été révélée au grand jour, conduisant au divorce de Tom. Les deux font maintenant face à des demandes de dommages et intérêts dans le cadre du procès en divorce, marquant les conséquences de leurs actes. J'ai pris conscience de la situation lorsque Tom m'a contacté, cherchant de l'aide pour persuader le président de reconsidérer leur licenciement. Émilie et Tom se sont retrouvés dans une situation désespérée. Malgré leurs efforts, ils peinaient à trouver de nouveaux emplois dans le secteur fiscal. La nature de petits milieux de l'industrie signifiait que la nouvelle de leurs méfaits s'était répandue rapidement,
rendant les employeurs potentiels hésitants à les embaucher. Désespérés de trouver un revenu pour couvrir la compensation du divorce et leurs frais de subsistance, ils se sont rabattus sur du travail journalier sur des chantiers de construction, bien loin de leur précédent rôle de bureau. Émilie m'appelait souvent en larmes, implorant de l'aide. « Lily, s'il vous plaît, aidez-moi. Je voulais seulement une vie meilleure, et je n'ai jamais vraiment aimé Tom », pleurait-elle. Cependant, je ne pouvais ignorer le fait que leur situation difficile était la conséquence de leurs propres actions. Beaucoup, y compris moi-même, avaient été affectés par leur comportement. J'ai rappelé à Émilie que les conséquences étaient le résultat de ses choix. On ne peut pas revenir en arrière, lui ai-je dit fermement. Affronter ces difficultés était la conséquence de ses décisions. Le désespoir d'Émilie résonnait dans ses protestations. Malgré ses regrets, le résultat restait inchangé. Quant à moi, j'ai choisi de prendre mes distances avec le chaos du monde de l'entreprise. Malgré les appels du président pour mon retour, j'ai refusé. Après avoir été poussé à la démission, je n'avais aucune envie d'y retourner. Au lieu de cela, j'ai trouvé du réconfort en aidant dans le cabinet fiscal d'une amie, complétant mes revenus et profitant d'un style de vie plus détendu. À l'avenir, j'envisageais l'idée de créer mon propre cabinet, où je pourrais servir mes clients sans les contraintes de la bureaucratie d'entreprise. Dans mon propre espace, je pourrais me consacrer pleinement aux besoins de mes clients. En tant que comptable fiscaliste, j'aspire à être d'égal à égal avec mes clients, à fournir un service sans supériorité. Cela marquait le début d'un nouveau chapitre de ma vie, rempli d'excitation et d'opportunités de poursuivre ce qui comptait vraiment pour moi. Ma seconde vie venait de commencer, et j'anticipais avec impatience le voyage à venir.